Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Faits biodivers. Durant cet épisode, nous allons discuter de la biodiversité végétale, autant dans les champs que dans les forêts. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados Faits biodivers qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Selon les Nations unies, l'humanité a perdu pas moins de 75% des plantes cultivées dans le monde en seulement un siècle. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agriculture moderne et industrielle, basée principalement sur la monoculture, privilégie les variétés à haut rendement, ce qui a eu pour effet de disqualifier la majorité des variétés qui existaient auparavant. C'est d'ailleurs ce qui a motivé, du moins en partie, la création en 2008 de la Réserve mondiale des semences, qui est située à Svalbard, en Norvège, dans l'archipel arctique. Cette réserve, c'est une véritable chambre forte qui renferme plus de 900 000 échantillons de différentes espèces cultivées et sauvages. Mais le déclin de la variété de plantes ne se limite pas à l'agriculture. En fait, avec la destruction accélérée des forêts tropicales de la planète, qui constituent les écosystèmes avec les plus grandes diversités végétales, on perd aussi tout un patrimoine irremplaçable, et ce, à tout jamais. Bref, ces différents déclins soulèvent plusieurs questions qu'on va aborder avec la professeure en sociologie Elisabeth Abergel, associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elisabeth Abergel, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on évoque le déclin de la biodiversité, en tout cas du moins dans le discours public, dans le discours médiatique, on parle habituellement de la disparition accélérée des espèces animales, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais bien sûr, la biodiversité, ça inclut également tout ce qui est végétal. À votre avis, comment on peut mieux faire connaître l'importance de cette biodiversité végétale? Donc, je pense que pour mieux faire connaître l'importance de la biodiversité végétale, il n'y a qu'à penser à l'alimentation, par exemple, qui est un bon exemple parce que non seulement les espèces végétales vont remplir des fonctions écologiques essentielles, comme la photosynthèse, par exemple, c'est-à-dire la transformation de l'eau, de la lumière et du dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène et donc pour maintenir le taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre à des niveaux qui soient vivables. Mais il faut savoir que les plantes, donc la biodiversité végétale, fournit de la matière organique qui est tout à fait vitale pour le maintien de la vie sur la Terre. Donc, il faut savoir que les plantes sont à la base de toute la chaîne alimentaire. Et donc, l'agriculture est un bon exemple pour justement sensibiliser les gens à l'importance de la biodiversité végétale. Il faut savoir aussi qu'on constate une importante érosion de la biodiversité végétale. On sait que 3/4 de la diversité génétique des différentes variétés de plantes cultivées, donc comestibles, ont disparu au cours du XXe siècle. Et donc, notre alimentation aujourd'hui repose sur 12 espèces végétales. Oui, okay. Donc c'est extrêmement restreint comme panel, finalement, d'espèces. Là. Absolument, absolument. Donc, 12 espèces végétales et on compte à peu près 5 espèces animales. Et ces espèces, ensemble, fournissent environ 75% de l'alimentation au niveau mondial. Donc, on a subi une érosion végétale, une érosion génétique des plantes, très importante au cours du XXe siècle et ça continue au XXIe siècle. Je peux aussi dire que dans le passé, on cultivait plus de 10 000 espèces pour nourrir le monde. Donc, aujourd'hui, on reste avec le riz, le blé, le maïs, le soja, la pomme de terre, qui sont 60% des apports énergétiques dans notre régime alimentaire. Donc, l'érosion, la perte de la biodiversité végétale comprend non seulement les espèces végétales elles-mêmes que l'on consomme, mais aussi toutes les plantes sauvages qui sont apparentées à ces plantes cultivées et qui sont souvent les ancêtres de ces aliments. Et donc la perte de diversité végétale des plantes cultivées et des plantes sauvages, qui sont leurs parents génétiques, menace vraiment la sécurité alimentaire. Et ça, au niveau local et mondial.
Comme humain, on a parfois, je dirais même souvent, tendance à se placer en quelque sorte en dehors de la nature. Hein? C'est le cas dans plusieurs situations, mais lorsqu'on prend seulement l'exemple des plantes sauvages, on constate que ces espèces-là jouent plusieurs rôles très importants. On a parlé de l'agriculture, mais dans le cas des plantes sauvages, est-ce que vous avez quelques exemples justement des rôles, des services environnementaux que ces plantes-là peuvent nous rendre? Les plantes sauvages, elles sont vitales dans la sauvegarde de la biodiversité. Donc, l'érosion génétique des variétés végétales cultivées et des plantes sauvages apparentées, c'est une grande menace pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la survie des autres espèces qui en dépendent. Donc, les plantes sauvages sont comme des banques naturelles de semences et de matériel génétique pour régénérer justement l'environnement. C'est un genre d'assurance, de police d'assurance pour les générations futures, que de maintenir ces réservoirs de biodiversité sauvage. Donc c'est très difficile des fois de séparer qu'est-ce qui est sauvage et qu'est-ce qui est domestiqué, étant donné qu'on a domestiqué énormément d'espèces. Et donc je pense que plusieurs historiens de l'environnement disent qu'il ne faut pas penser que la nature sauvage, elle existe en dehors de nous, en dehors de notre environnement de proximité. La nature sauvage, elle est partout et il faut l'encourager, il faut la maintenir le plus possible. J'évoquais en introduction le fait que nous avons perdu, grosso modo, 75% de la diversité des plantes cultivées en seulement un siècle. Donc, c'est très rapide comme déclin. Comment est-ce qu'on en est arrivé là collectivement? Ça s'explique par le développement humain qui a détruit les écosystèmes entiers pour faire place à des industries extractives, que ce soit des industries minières, forestières, que ce soit l'agriculture, que ce soit le pétrole, etc. Tout ça à des fins industrielles et à des fins de croissance économique. Et évidemment, quand on sait que les espèces végétales sont à la base de tous les écosystèmes, si on perd les espèces végétales, on perd nécessairement toutes les autres espèces animales et toutes les autres formes de vie qui en dépendent, hein, que ce soit les insectes, les bactéries, les champignons, etc. Là encore, je dirais que l'agriculture est beaucoup remise en cause dans ce processus donc, d'érosion de la biodiversité, parce qu'on a aussi sélectionné et universalisé certaines variétés végétales les plus productives d'un point de vue agronomique et industriel. Ça a eu comme effet donc d'éroder ou d'éliminer les variétés locales, les variétés traditionnelles, ce qu'on peut appeler les variétés patrimoniales aussi dans certains cas. Vous avez évoqué l'industrialisation de l'agriculture. Est-ce qu'il y a moyen de le situer dans le temps, ce moment-là où on a fait cette transition vers une agriculture très industrielle et quels impacts ça a eu justement sur l'agriculture? On peut dater le début de l'industrialisation de l'agriculture, ce qu'on peut appeler la Révolution verte, environ dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire les années 50 et les années 60. Donc cette industrialisation de l'agriculture, elle s'est faite progressivement, mais je dirais qu'avec l'avènement de l'avènement et la convergence entre certaines technologies, par exemple au niveau génétique, hein, au niveau des croisements de variétés pour arriver à des variétés, ce qu'on appelle hybrides, mais aussi au niveau de la mécanisation de l'agriculture, on a pu exploiter les terres de manière beaucoup plus intensive. Il y a aussi évidemment l'apport de tout ce qui est l'agriculture chimique, donc les intrants chimiques et les fertilisants, etc. Les pesticides, bien évidemment. Donc c'est vraiment à cette période-là qu'on voit se développer un paradigme industriel de l'agriculture qui va être basé donc sur des variétés hybrides, c'est-à-dire des variétés qui ne seront pas dont les agriculteurs ne pourront pas les propager. C'est-à-dire qu'après certaines générations, elles vont devenir stériles. Donc, ça va engager les agriculteurs et les agricultrices à acheter des semences tous les ans, mais avec ces semences, ils doivent aussi se procurer les intrants qui vont avec. Et tout ça a aussi mené à des grands programmes d'irrigation. Donc, ça a vraiment
redessiner la carte, si vous voulez, au niveau de la taille des exploitations agricoles. Donc, on est arrivé avec des fermes industrielles à partir de cette période-là. Et les rendements aussi ont beaucoup augmenté, mais avec un coût énergétique assez conséquent. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, etc. Et évidemment, donc, avec les variétés hybrides, on est passé d'un système agricole à pollinisation ouverte à un système agricole industrialisé, hybride, donc avec des semences stériles. Lorsque vous évoquez la pollinisation ouverte, vous parlez donc d'une pollinisation qui est en quelque sorte naturelle, c'est ça? Absolument, oui. Okay. Lorsqu'on regarde le portrait d'ensemble, est-ce qu'on peut dire que la perte de biodiversité végétale, elle est généralisée sur la planète ou est-ce qu'il y a des continents ou des régions du monde où la situation se porte mieux? Je dirais que la perte de biodiversité végétale est un phénomène planétaire. Les parties du monde qui maintiennent encore une certaine biodiversité ou une certaine richesse dans leur biodiversité sont des zones de la planète qui sont les plus pauvres parce que, ironiquement, c'est celles qui n'ont pas subi le même niveau de développement économique et industriel. Donc les pays les plus pauvres économiquement sont les pays les plus riches en termes de biodiversité et en ressources naturelles. Évidemment, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, je dirais que ce sont généralement les communautés locales, souvent les populations autochtones à travers le monde, qui vont conserver et maintenir les écosystèmes pour des raisons matérielles de survie, bien évidemment, mais aussi ces communautés dépendent de leur milieu et donc se sont adaptées à leur environnement depuis des générations et des générations. Donc ces communautés locales qui sont menacées aujourd'hui, je dirais, ont non seulement préservé, mais ils ont aussi sélectionné, domestiqué à partir de variétés sauvages et cultivé des variétés végétales comme le maïs, par exemple, au Canada, au Mexique, ou bien le riz en Asie du Sud-Est. Concrètement, quels sont les risques qui sont associés à une perte relativement abrupte qu'on constate de la diversité des plantes cultivées directement ou indirectement pour notre alimentation? Je dirais que les variétés qu'on cultive, donc les plantes cultivées aujourd'hui au niveau mondial, sont des variétés hybrides qui encouragent la monoculture plutôt que les anciens systèmes de polyculture. Donc ce paradigme industriel qui rend l'agriculture dépendante à l'agrochimie veut dire qu'il y a une concentration de cultures qui sont très semblables, qui sont très similaires. Et donc, le problème, c'est que s'il y a un insecte, une maladie, une sécheresse ou un événement climatique, il y a un grand danger justement de perdre ces cultures, puisqu'elles n'ont pas cette variété génétique qui va leur permettre de survivre à des conditions variées. Pour tenter donc de préserver notre patrimoine de semences, on a créé, il y a de cela une douzaine d'années, la Réserve mondiale des semences en Norvège. Cette réserve-là compte actuellement un peu plus de 900 000 échantillons, mais elle a une capacité qui pourrait atteindre quand même 4,5 millions d'échantillons. Est-ce que, selon vous, c'est la solution ou une des solutions pour préserver ce patrimoine génétique-là des plantes cultivables? C'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Parce que la banque de semences, elle se développe en fonction de la contribution des agriculteurs et des agricultrices à travers la planète qui font des dons de leurs variétés et de leurs semences traditionnelles. Le problème, c'est que les semences qui sont préservées, qui sont conservées dans une banque de semences, elles doivent être plantées, c'est-à-dire elles doivent vivre non seulement ex situ, c'est-à-dire en dehors de l'environnement dans lequel elles vivent, mais aussi in situ, c'est-à-dire là où elles ont été prélevées. Donc c'est vraiment important de planter ces semences dans des milieux favorables à leur développement et à leur propagation naturelle. Il faut qu'elles puissent s'adapter, il faut qu'elles puissent évoluer.
Et pour ça, elles ont besoin d'interaction avec d'autres espèces, que ce soit des insectes, des bactéries, etc., mais aussi des compositions des sols qui peuvent différer d'une région à une autre. Donc tous les facteurs abiotiques, c'est-à-dire les facteurs non biologiques, le climat, le sol, etc. Donc il faut une préservation, comme je viens de le dire, non pas seulement dans une réserve mondiale de semences, mais il faut que ces plantes-là revivent et aient une vocation et qu'elles soient redécouvertes, en fait, et qu'elles soient utilisées de manière durable. Je pense qu'il y a évidemment des efforts en Norvège de cultiver ces semences, mais je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de faire vivre ces semences le plus possible. À votre avis, est-ce qu'il existe des solutions à mettre en place en parallèle possiblement de cette réserve mondiale des semences, justement, pour garantir la préservation de ce patrimoine génétique-là? Pour moi, c'est pas la solution qu'il faut privilégier. Je pense que c'est une solution importante, bien évidemment. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'une banque mondiale des semences est intéressant, mais ça doit aussi exister au niveau local et au niveau national, et même au niveau provincial. Est-ce que le réchauffement climatique est une menace supplémentaire à la diversité végétale qui vient s'ajouter aux autres menaces qui existent déjà? Alors déjà, les changements climatiques sont causés par le manque de biodiversité végétale, c'est-à-dire par la destruction d'écosystèmes, la déforestation. On a perdu la grande majorité des forêts dans ce monde qui régulaient justement le climat, l'atmosphère. Et donc, les changements climatiques sont causés aussi par un dérèglement total des cycles de l'eau, etc. Donc la perte de biodiversité végétale est un enjeu majeur dans la question des changements climatiques. Et donc, je pense que plus on a de biodiversité végétale, plus on a de chances d'être capable de non seulement tenir le taux d'oxygène dans l'atmosphère à un niveau qui soit vivable, mais aussi réguler les températures sur la Terre, mais aussi en termes d'érosion des sols, par exemple, quand on va avoir des forêts qui vont disparaître, il va y avoir toutes sortes d'inondations, d'éboulements de terrain, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important de maintenir la biodiversité végétale à ce niveau-là. Évidemment, je pense que c'est aussi important pour résister à toutes sortes de choses, c'est-à-dire pour permettre justement qu'on puisse se nourrir, bien évidemment, mais aussi si toutes les variétés cultivées sont les mêmes, comme dans le cas des monocultures, nous sommes très vulnérables à n'importe quoi, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, mais aussi de nouvelles maladies, à des espèces nuisibles, à des espèces qui deviennent dominantes parce que leurs ennemis n'existent plus. Et donc, il nous faut ce réservoir génétique pour se rabattre justement en cas de problème d'augmentation des problèmes liés au changement climatique. Donc, les deux choses sont imbriquées l'une dans l'autre, en fait. Donc, on ne peut pas penser perte de biodiversité et changement climatique de manière séparée. C'est tout à fait quelque chose de complémentaire. Est-ce que vous voyez actuellement ou est-ce que vous entrevoyez des politiques soit nationales, soit internationales qui pourraient nous permettre de mieux protéger les différentes variétés de plantes? Donc, au niveau international, il y a je dirais qu'il y a énormément de pression mise sur les institutions intergouvernementales pour défendre les intérêts de certaines industries par rapport justement aux intérêts des petits producteurs et des communautés locales. Le problème au niveau international, je pense qu'il y a des traités internationaux qui, au lieu de justement encourager la conservation, la préservation de la biodiversité végétale,
elle a tendance à avoir l'effet contraire, c'est-à-dire elle va empêcher aux agriculteurs justement de préserver, de conserver leurs semences. Et donc, ce qui va aussi créer un genre de perte d'autonomie justement des communautés locales. Et donc, c'est ce qu'on appelait le privilège des agriculteurs, c'est-à-dire la possibilité d'échanger des semences sur des marchés locaux, etc. Et donc, aujourd'hui, les titres de propriété intellectuelle sur les semences, sur le matériel génétique de certaines plantes, justement, et les brevets vont mettre un frein, justement, sur ce qu'on a pu appeler le privilège des agriculteurs, c'est-à-dire cette possibilité, justement, de partager, de propager les semences et de créer de nouvelles variétés à partir de croisements traditionnels selon les besoins, en fait, des agriculteurs et des communautés. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'il y a des initiatives locales qui sont très importantes, que ce soit autour de la souveraineté alimentaire, notamment, mais aussi au niveau international. Je pense que dans les traités internationaux, notamment en agriculture, parce qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, je ne vois pas beaucoup d'initiatives pour protéger justement la biodiversité végétale. Évidemment, il y a la Convention sur la biodiversité qui existe, mais je dirais peut-être de manière un peu cynique que cette convention, malheureusement, a tendance à favoriser, plutôt que la protection des espèces végétales, je dirais qu'elle a tendance aussi à favoriser les grands acteurs en permettant justement le flux, c'est-à-dire le transport d'une région du monde à une autre de certaines variétés végétales. En terminant, et peut-être en attendant justement que soit l'action climatique, soit les politiques publiques de protection de la biodiversité soient suffisamment efficaces, comme citoyen, comme citoyenne, comme consommateur également, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour participer à la préservation de la biodiversité végétale? Pour revenir encore sur la question de l'alimentation, parce que je pense que c'est aussi un moyen très direct de comprendre les enjeux de la biodiversité végétale, puisque manger, c'est vraiment la relation la plus intime qu'on peut avoir avec la nature, puisqu'on mange la nature, hein, littéralement. Donc je pense que vraiment de conscientiser les gens sur l'origine de notre nourriture, d'où vient notre nourriture, comment est-ce qu'elle est produite. Je pense que aussi peut-être faire la promotion des avantages de consommer localement ou même vraiment d'assurer une relève agricole aussi qui soit intéressée à utiliser des pratiques innovantes dans le sens, par exemple, de l'agroécologie, de la permaculture. Enfin, il y a toutes sortes de pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Je pense que aussi, évidemment, faciliter l'accès à la terre, c'est important. Développer des marchés de proximité, des circuits courts, pour que les consommateurs puissent avoir un accès direct aux aliments d'ici. Les jardins communautaires, c'est aussi une bonne manière d'éduquer les gens justement sur la diversité végétale. L'agriculture urbaine, bien évidemment, et même au niveau des ruelles vertes. Ici à Montréal, on est beaucoup axé là-dessus. Je pense qu'il faut revaloriser aussi certains savoir-faire autour de la biodiversité, que ce soit en agriculture, ou en foresterie, ou dans d'autres domaines. Et je pense qu'il faut vraiment encourager les initiatives citoyennes en matière de verdissement de leur milieu de vie, que ce soit en milieu urbain en particulier. Mais je pense que aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est dans la consommation, éviter les produits suremballés, éviter les produits hyper transformés. Enfin, voilà, il y a plein d'astuces aussi à ce niveau-là qui peuvent conscientiser les gens sur justement les enjeux de la perte de la biodiversité végétale. Mais je pense que finalement, peut-être un bon conseil, ce serait de bien voter, de voter pour les bonnes personnes, si elles se présentent, bien évidemment, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, mais aussi au niveau fédéral, et de vraiment mettre la pression sur
sur les personnes en charge, les dirigeants politiques, pour vraiment faire bouger les choses. Parce que je pense que la plus grande urgence climatique, c'est le manque de volonté politique. Je pense qu'un autre moyen de sensibiliser les gens par rapport aux enjeux, non seulement des changements climatiques, mais aussi de la perte de la biodiversité végétale et animale d'ailleurs, c'est de vraiment sensibiliser les jeunes par rapport à les contacts qu'on peut avoir avec la nature, aller vraiment explorer la nature, qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale ou autre. Donc je pense que établir des liens avec la nature, c'est important. On parle aujourd'hui d'enfants qui souffrent de déficit de nature. On parle aussi de jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. Et je pense que vraiment renouer avec le monde naturel, c'est un bon moyen de justement comprendre et être sensibilisé par non seulement notre place dans la nature, non pas en tant qu'être supérieur, mais aussi nous inspirer certainement à vouloir justement protéger, s'impliquer dans la protection de l'environnement. Elisabeth Abergel, merci beaucoup. On se rend compte à la lumière de vos propos à quel point il faut s'intéresser à ce qu'on mange, s'intéresser à la protection des milieux naturels, à l'idée de privilégier l'achat local également. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il est question de nourriture provenant des sols. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet épisode de Faits biodivers accueillait Elisabeth Abergel, professeure en sociologie associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Comme on l'a fait d'ailleurs tout au long de la série Faits biodivers, on comprend mieux la richesse et le caractère essentiel de la protection de la biodiversité, mais aussi les multiples menaces auxquelles elle s'expose, en espérant d'ailleurs que ça puisse nous inspirer, que ça puisse vous inspirer pour la suite du monde. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir accompagnés dans cette série. Au contenu et à l'animation, Alexandre Shields. À la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. Faits biodivers est une balado-diffusion de Savoir Média produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.